émission spéciale sur Gabon 24 qui reçoit le représentant de l'Organisation mondiale de la santé, M. Magaran Bakayoko. Il est au Gabon, représentant résident de l'Organisation mondiale de la santé. Merci d'être avec nous. Merci, c'est moi. Voilà, nous vous recevons dans le cadre de cette semaine africaine du climat qui se tient à Libreville depuis le 29 août et ce jusqu'au 2 septembre prochain. Une rencontre qui réunit plus de 1000 participants et l'objectif principal serait peut-être une harmonisation de la position africaine en vue d'une réponse efficace face au changement climatique. Je vais peut-être trop vite en besogne pour vous, mais est-ce qu'aujourd'hui on peut déjà avoir une définition sur la situation du climat africain vue par l'OMS? Merci beaucoup. Je ne suis pas climatologue, je suis expert de santé publique, mais je suis sûr qu'aujourd'hui, nous savons que le changement climatique affecte le développement et la santé des populations africaines. Alors, et cela le fait à travers ce qu'on appelle les événements climatiques extrêmes que nous avons parlé. Et ces événements climatiques extrêmes, c'est les pluies diluviennes, les inondations. Voilà, qui créent des inondations, des éboulements de terrain, la pollution des eaux de surface, et ensuite les sécheresses prolongées par le déficit de pluviométrie et qui est souvent exacerbé par les vagues de chaleur qu'on appelle les vagues thermiques, et les feux de brousse que nous voyons un peu partout. Voilà. Et surtout la corne de l'Afrique qui est affectée par la famine liée au déficit de production. Donc en un mot, le changement climatique est défini comme l'enjeu majeur de santé publique au XXIe siècle. Et comment justement les systèmes de santé contribuent-ils au réchauffement climatique? Alors, les systèmes de santé contribuent au réchauffement climatique à travers les infrastructures sanitaires. Donc, nous savons que les systèmes de santé, dans la production des produits et dispositifs médicaux, utilisent de l'énergie. Et ces énergies sont des sources potentielles de réchauffement climatique parce que ce n'est pas des sources d'énergie renouvelables. Mais ensuite, dans l'élimination des déchets, alors, le système de santé dégage aussi des gaz à effet de serre. Donc, aujourd'hui, la vision, c'est d'avoir des systèmes de santé avec zéro émission de carbone. Des systèmes de santé résilients et avec zéro émission de carbone. Est-ce que c'est possible? Cet objectif est-il atteignable à court terme? Oui, l'objectif est atteignable dans la mesure où l'un des piliers importants, c'est les énergies renouvelables. Donc, lorsque nous mettons les énergies renouvelables au niveau des systèmes de santé, nous faisons des infrastructures qui sont résilientes au changement climatique, alors qui sont des infrastructures respectueuses de l'environnement, et avec la nouvelle technologie, il est possible de réduire, sinon de minimiser la contribution du secteur de la santé au changement climatique. C'est très pertinent. Merci beaucoup, Monsieur Magaran. En 2021, l'OMS, l'organisation que vous représentez sur le plateau de Gabon 24, a mis en place avec d'autres partenaires, donc le gouvernement britannique, le programme de santé COP26. Cette initiative, encore appelée OMS Afro, est destinée à la santé et ses ambitions dans les négociations sur le climat. Puisque l'objectif pour vous est de mettre en place des systèmes de santé à faible émission de carbone, concrètement, comment comptez-vous y parvenir? Là est la question. Alors, l'objectif, c'est non seulement de faire des systèmes de santé qui sont respectueux de l'environnement, qui n'émettent pas, mais l'objectif ultime, c'est protéger la santé publique contre les effets du changement climatique. Donc, les effets néfastes du changement climatique qui sont à la base de cette décision, comme je le disais en introduction, sont de deux sortes. Alors, il y a les effets directs, qui sont les blessures, les inondations, qui créent des conditions de vulnérabilité des populations, la malnutrition, l'accès à l'eau qui est perturbé lorsqu'il y a inondation, mais il y a aussi ce qu'on appelle les effets indirects qui se font à travers la modification des conditions de vie des agents pathogènes. Nous savons que depuis certains temps, les maladies émergentes et rémergentes,
Alors, nous avons Ebola, nous avons Zika, nous avons la dengue et nous venons de voir chikungunya, sévissent à un rythme sans précédent. D'accord. Et cela a un lien avec la dégradation de l'écosystème. D'accord. Donc, nous voulons, par cette initiative, demander aux décideurs politiques d'avoir une meilleure représentation du secteur de la santé dans le débat du changement climatique. D'accord, mais comment, par pays, par exemple, un pays comme le Gabon, comment à l'échelle des États, vous y parviendrez? Comment? Oui, à l'échelle des États, la première des choses, c'est que le pays fasse d'abord son analyse de situation et d'estimation des besoins. Est-ce que vous lui suggérez au pays de le faire ou bien c'est au pays de penser qu'il doit le faire à un moment précis? Oui, nous étant une organisation normative, effectivement, nous accompagnons les pays à faire les analyses de vulnérabilité et à déterminer le niveau de vulnérabilité des populations au changement climatique et surtout aux effets néfastes de la santé publique sur le changement climatique. Nous mettons aussi à la disposition des pays comme le Gabon des experts qui viennent aider le gouvernement à faire l'élaboration de ces plans et des stratégies d'adaptation du secteur de la santé au changement climatique. Donc, je pourrais vous dire aujourd'hui que le Gabon a mis en place son cadre multisectoriel, le Gabon a mis en place son plan d'adaptation du secteur de la santé au changement climatique, mais le mot-clé maintenant, c'est comment passer à la phase de mise en œuvre, qui est le mot-clé de la déclaration de Libreville. Comment? La phase de mise en œuvre dans les pays passe par beaucoup de choses. La première des choses, il faudrait inclure les communautés bénéficiaires dans le débat du changement climatique. Quand vous parlez de communautés bénéficiaires, vous faites allusion aux populations? Aux populations. D'accord. Les communautés, les populations, ceux qui vivent en zone rurale. D'accord. Alors, au lieu de les considérer comme des bénéficiaires, ils peuvent être des acteurs. Très bien. En analysant le système communautaire, en voyant comment le leadership se passe aux communautés, quels sont les risques sanitaires au niveau de ces communautés et quelles sont les méthodes qui sont appropriées pour que ces communautés se protègent contre le changement climatique. Alors, une fois cela est fait, il faudrait remonter à traduire ça en projets bancables qui seront financés d'une part par le gouvernement, mais aussi par les mécanismes financiers internationaux tels que le Fonds mondial sur l'environnement et le Fonds vert climat. D'accord, mais soyons un peu réalistes. Vous savez qu'avec la survenue de la Covid-19, l'Afrique a été courbée économiquement. Comment trouver encore des fonds pour lutter contre les changements climatiques quand on ne trouve déjà pas suffisamment de fonds pour faire face aux problèmes quotidiens des populations? En fait, les effets du changement climatique font partie des problèmes quotidiens des populations. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, ce que nous vivons, peut-être moins au Gabon parce que c'est le poumon vert, mais les autres pays et beaucoup de pays sahéliens et les pays de la Corne de l'Afrique sont frappés de plein fouet par les effets du changement climatique. D'accord. Et ce que les pays font déjà rentre dans les mesures d'adaptation. D'accord. Mais pour le faire, effectivement, vous avez raison, il faut amener ce qu'on appelle la justice climatique. Tout à fait. La justice climatique, tout simplement parce que l'Afrique est le continent le plus vulnérable au changement climatique. Alors que c'est celui qui émet le moins. Où nous émettons le moins de gaz à effet de serre. Tout à fait. Donc pour cela, il faut non seulement donner une place à l'Afrique dans le giron de l'adaptation, pour que nous ayons des mesures d'adaptation, mais il faudrait aussi que l'Afrique ait des financements dans le cadre de ce qu'on appelle les pertes et préjudices que nous avons déjà subis. Mais qu'à cela ne tienne, il faudrait qu'on mette des méthodes simples. Parce qu'il faut penser petit, mais voir gros. C'est-à-dire? Commencer petit, voir gros. Par exemple, il y a des mesures simples. L'adaptation de ce que nous avons comme culture, par exemple, en termes d'agriculture, aux conditions climatiques, cela est faisable. Ça, c'est des méthodes simples. Mettre à la disposition des communautés des sources d'eau, par exemple, qui sont moins vulnérables au choc climatique au niveau des communautés. Former ces communautés à protéger leurs installations, que ce soit leur habitation, les installations agricoles, et à tenir compte des zones d'habitation quand ils veulent se protéger, parce qu'il y a des zones d'habitation qui ne sont pas vraiment des zones viables, ce que nous appelons chez nous des zones non sécurisées. Donc, il y a un certain nombre de choses
qui ne demande pas de gros moyens que les pays peuvent mettre en œuvre pour minimiser l'impact du changement climatique. Mais qu'à cela le tienne, à l'échelle globale, effectivement, il faut des financements beaucoup plus consistants pour pouvoir amener le pays à le faire. L'OMS a participé à la COP 21. L'OMS était à la COP 21. Moi, D'accord. personnellement, j'étais à la COP 21. D'accord. Et nous avons porté haut la dimension santé à la COP 21. D'accord. Pourquoi le plaidoyer de toutes ces parties prenantes n'a toujours pas été entendu au point que le financement reste toujours quelque part et ne parvient toujours pas aux personnes qui en ont besoin? Alors, nous savons qu'il y avait 100 milliards de dollars qui étaient prévus pour les pays en voie de développement, qui flottent et on ne sait pas où c'est. Dans l'esprit des pays pollueurs. Voilà, des pays pollueurs. Mais le problème maintenant, alors, c'est le développement social, économique et la protection de la survie de l'espèce humaine. Comment on y Donc, parvient on doit sans faire le choix. financement? Comment on y parvient? Voilà. Le problème du financement, c'est que, vous avez entendu hier, le continent africain doit prendre ses destinées en main. Nous devons dégager un budget pour notre adaptation au changement climatique, pour notre développement. On ne sait pas quand est-ce que le financement extérieur va venir. Et quand cela vient, il sera plus facile pour les pays africains d'avoir déjà des infrastructures, d'avoir déjà de la technologie, d'avoir déjà des cadres formés, et on venait de le faire. Il faut inclure cette formation sur le changement climatique dans les programmes scolaires. D'accord. Depuis la Mais terminale. quand vous avez fini de le faire, il n'y a toujours pas de financement. Les changements climatiques Oui. sont réels, l'impact est réel sur la santé des populations. Et vous, Organisation mondiale de la santé, vous parlez de plaidoyer qui finalement ne portent aucun fruit. Des rencontres en marge des célébrations internationales. Et servent à quoi finalement? Non. Cet argent que vous dépensez pour mobiliser des gens, pour venir former des gens sur des choses qui n'auront aucun impact à court terme, ça sert à quoi quand on sait que le réel problème aujourd'hui, c'est l'adaptation de l'Afrique en vue d'atténuer les effets du changement climatique? Effectivement, le problème est clair. Le problème aujourd'hui, lorsqu'on regarde pas seulement le secteur de la santé, parce que le secteur de la santé est un secteur dans le temps qui était plus ou moins marginal au débat du changement climatique. Donc, ce débat est porté par les autres secteurs du gouvernement. Donc, notre dynamique, c'est de dire aux populations, puisque chacun a besoin de protéger sa santé, de dire aux communautés, aux décideurs, alors, si vous partez en disant, il y a la fonte des glaciers, il y a les animaux qui vont se déplacer, il y a les vagues de chaleur, ça ne préoccupe pas. Donc, il faut aller avec l'argument sanitaire, et c'est l'argument sanitaire qui va peut-être pousser les décideurs, les pollueurs à débourser de l'argent. Mais le débat que l'OMS mène n'est pas un débat vain. Voilà. Parce que pour pouvoir construire, il faut un soubassement. Tout à fait. Et le soubassement, c'était un cadre. Alors, vous l'avez mis en place? Voilà, le cadre a été mis en place. Depuis combien de temps? Le cadre d'adaptation au changement climatique existe depuis bientôt une dizaine d'années. D'accord. Voilà. Maintenant, pour quel résultat? Le résultat, c'est qu'à partir de ce cadre, les pays ont tout simplement fait l'analyse de situation et voir quel est leur état de vulnérabilité. Et à partir de là, les pays ont mis en place des projets qui permettent de réaliser des choses concrètes. Voilà. Aujourd'hui, quand on prend un pays comme le Gabon, est-ce qu'on peut s'adosser sur ce mur sans tomber? On peut s'adosser sur ce mur sans tomber. L'exemple du Gabon. Au Gabon aujourd'hui, alors, vous n'êtes pas sans savoir que le Gabon est un pays pionnier en matière de problématiques santé-environnement. C'est au Gabon qu'est née en 2008 la première déclaration ministérielle sur la santé et l'environnement. En 2010, il y a eu la deuxième conférence. Et aujourd'hui, il y a une plus grande prise de conscience de la question santé-environnement. Qu'est-ce qu'une prise de conscience si elle ne produit aucun fruit? Non, ça produit le fruit. Le fruit, par exemple, cette conférence que nous venons de tenir, ça c'est des fruits. Mais le débat du changement climatique a toujours été des débats de bas en haut. Donc, on n'aura des fruits que lorsque on fait un débat bottom-up. D'accord. Parce que le débat a toujours été top-down. C'est pourquoi, à la conférence qui va avoir lieu en novembre, le gros problème serait effectivement de tout faire pour aller à la mise en œuvre. Et vous avez entendu tous les champions hier, tous ceux qui ont parlé, tout le monde est conscient
que le point faible, c'est la mise en œuvre, et ce débat de la COP-là, c'est la mise en œuvre. D'accord. Et quand on parle de mise en œuvre... Monsieur Bagayoko, vous savez que les discours en Afrique sont légion et que ces rencontres sont l'occasion pour les uns et des autres d'expérimenter ce qu'on appelle le mieux, le bon parleur, le meilleur orateur. L'Afrique est fatiguée des discours, elle a besoin d'actes. Et pour passer à l'acte, il faut des décisions importantes implémentées par non seulement les décideurs, mais également leurs partenaires. Comment l'OMS va-t-elle accompagner l'Afrique à la COP27 avec des éléments concrets? Comment? Voilà. L'OMS va accompagner l'Afrique à la COP parce que quand l'Afrique va dans ces forums, tels que la COP27, il ne faut pas aller en spectateur, il ne faut pas aller participer à ces débats. D'accord, que fera l'OMS? Voilà, l'OMS va aider les pays. C'est-à-dire? Voilà, l'OMS va aider les pays, j'en viens, l'OMS va aider les pays à inclure la problématique et l'impact du changement climatique dans ce que les pays appellent leur contribution déterminée. Parce que chaque pays va amener ce qu'on appelle sa communication nationale, sa contribution déterminée. Le Gabon va dire, nous avons fait ce progrès en matière de lutte contre le changement climatique. Et nous avons fait tel progrès. Ça, c'est la contribution déterminée du Gabon au changement climatique. Et dans cela, la dimension santé va figurer. Quels sont les progrès qui ont été réalisés? Et ça, c'est le rôle des alliés. Mais le véritable problème de la mise en œuvre, c'est d'abord nous, les Africains. Et le président l'a clairement dit hier dans son débat, il faudrait que nous prenions notre responsabilité en main. Mais vous la prendrez quand? Ça, moi, je suis un partenaire des pays. Oui, vous la prendrez quand? Quand est-ce que vous aiderez les pays à prendre leurs responsabilités? Non. À travers un plaidoyer véritable, parce que la question de l'implémentation de tout ce qui se fait est d'abord une décision. C'est la vision. On ambitionne d'arriver à tel seuil, à tel moment. Nous sommes à la COP de l'Afrique. La COP qui permettra à l'Afrique de parler d'une seule voix. Là, nous avons l'opportunité, pendant 5 jours, à Libreville, du 29 ou au 2 septembre, d'harmoniser la position de l'Afrique. Alors oui, c'est bien gentil de dire que c'est l'Afrique, mais comment vous, partenaires, aider l'Afrique justement à prendre ses responsabilités devant l'histoire? Oui, mais cette conférence, c'est la conférence des Nations Unies. C'est le cadre des Nations Unies pour le changement climatique. C'est ce cadre qui organise cette conférence. Il le fait en partenariat avec le Gabon. Donc ça veut dire que les Nations Unies sont déjà partie prenante de cette préparation de la position africaine à la COP. Donc, ça, c'est assez clair. Maintenant, les Nations Unies ont mis en place ce qu'on appelle le Fonds vert climat. C'est un financement, un mécanisme financier international qui existe. C'est comme le Fonds global sur la lutte contre le sida. Tout à fait. Et c'est des mécanismes financiers où nous, les partenaires... Que vous donnez gratuitement, cet argent est donné gratuitement aux pays africains ou c'est toujours en contrepartie d'eux? Certains financements sont donnés gratuitement, d'autres sont en contrepartie. D'accord. Mais chaque fois quand les financements sont gratuits, il y a souvent des problèmes. Il faudrait toujours alors des contreparties. Vous voyez que l'Afrique a trop de problèmes puisqu'il y a toujours une contrepartie à payer. Non, le problème, quand on parle de changement climatique, c'est vrai que l'Afrique a suffisamment de problèmes. Mais lorsque vous prenez aussi les petits États insulaires, eux, ils sont frappés de plein fouet par le changement climatique. Donc, ces mécanismes financiers ne sont pas des mécanismes qui sont là seulement pour les Africains, et qui sont de l'argent où les Africains peuvent se lever et aller prendre. Aujourd'hui, je pense qu'il est important que les Africains se préparent. À la COP27 à la COP27, à l'adaptation, à l'atténuation? Non, à la COP27. D'accord. Il faut d'abord, premièrement, une bonne représentation des experts de la santé publique à la COP. Parce que c'est ce qui ne se fait pas. Quand on prend les délégations, la santé est absente. Donc, il faut une bonne présentation. Très bien. Et la deuxième des choses, il faut que les Africains amènent des projets multisectoriels, bancables, et qui peuvent être financés par les fonds vert climat, le Fonds mondial sur l'environnement. D'accord. Et aujourd'hui, vous avez créé récemment Attache, l'Alliance pour une action transformatrice sur le climat et la santé. Il s'agit donc, je le rappelle, mais vous le savez, d'un mécanisme qui veille à la matérialisation des engagements pris à la COP26. Comment fonctionne-t-il jusqu'à ce qu'on se rencontre aujourd'hui? Oui, en fait, quand on prend l'Afrique aujourd'hui, le monde entier a pris des engagements pour pouvoir mettre la santé
au cœur du débat du changement climatique. Et les pays devaient ratifier, ils devraient signer. D'accord. Et aujourd'hui, nous avons 21 pays en Afrique, Oui. sur les 54, qui ont signé ce truc. Donc, D'accord. c'est un plaidoyer que nous faisons aussi aux pays de signer cet engagement. D'accord. Pour quel résultat? Le résultat, s'ils veulent bénéficier des financements pour l'adaptation du secteur de la santé publique au changement climatique, ils auront des sources de financement supplémentaires pour aider leur communauté, Alors, pour aider leur population. Quand un organisme international parle de financement, généralement en Afrique, c'est un petit cercle vicieux. On vous donne, vous nous rendez plus. On vous donne, c'est davantage pour courber les pays, d'après certaines personnes de la société civile. Aujourd'hui, est-ce que l'OMS est le partenaire de l'Afrique qui permettra à celle-ci de faire face à ces problèmes de santé publique parlant de changement climatique? Oui, l'OMS n'est pas un bailleur de fonds. Parce que parmi les partenaires, il faut vous faire êtes la différence. Il y a des partenaires, il y a des partenaires techniques. Vous menez des plaidoyers. Non, il y a des partenaires techniques. Vous pouvez le faire auprès des partenaires techniques aussi. Il y a des partenaires techniques, il y a des partenaires financiers. D'accord. Donc l'OMS est un partenaire technique. D'accord. Alors, et quand on parle de partenaires techniques, ça veut dire que nous faisons les actions normatives. D'accord. Nous faisons le renforcement des capacités, nous donnons les directives techniques et nous accompagnons les pays. Bon, en termes de partenaires financiers, l'un de notre rôle aussi, c'est d'aller vers ces partenaires financiers. Voilà. Parce que l'OMS n'est pas un partenaire financier. Oui, on a compris, vous êtes technique. Oui. Mais vous pouvez aller vers le financier. Bon, c'est possible, mais nous, l'OMS, en tant qu'agence de santé publique, n'est pas une agence qui était éligible à ces financements internationaux. Donc, le programme le plus indiqué, c'est le programme des Nations Unies pour l'environnement, qui avait accès à ces financements et à travers lequel l'OMS avait des projets. D'accord. Est-ce que, et c'est une question fondamentale, est-ce que à ce jour, vous êtes parvenu, outre les engagements à la COP26, est-ce que vous êtes parvenu à mettre en place des systèmes de santé fiables en Afrique avec des exemples de réussite que vous pouvez nous citer? Oui, dans beaucoup Je parle de l'OMS. Hein. De l'OMS. Alors, l'OMS travaille avec les pays pour mettre en place des systèmes de santé qui sont des systèmes de santé résilients. Donc, et ces systèmes de santé, quand on parle de résilience du système de santé, il faut parler de quelques dimensions. Parce que le système de santé repose non seulement sur les ressources humaines, sur la technologie de santé, sur le financement de la santé, sur l'information sanitaire et ensuite sur ce que nous appelons la gouvernance. Alors, l'OMS aide les pays à mettre en place ces systèmes de santé qui prennent en compte de cette dimension et qui améliorent le plateau technique, en formant les ressources humaines, en mettant en place les technologies de santé, etc. Le gros problème des pays africains, comme on le dit, c'est la gouvernance du système de santé. Et c'est à ce niveau que nous travaillons avec les pays pour changer la gouvernance. Est-ce que, pour le cas du Gabon, par exemple, il y a des effets avec la Covid-19 et tout ce qui s'ensuit. Est-ce qu'il y a des efforts qui ont été faits, qui ont véritablement porté du fruit? Absolument. Oui. Avec la Covid, l'OMS, d'abord, sur le plan des ressources humaines. Alors, nous avons formé plus de 600 personnes dans la gestion des épidémies. Cela a été fait. Au Gabon? Au Gabon. Aujourd'hui, l'OMS a équipé pratiquement tous les laboratoires pour pouvoir faire le diagnostic et le séquençage, les technologies très poussées en termes de Covid. À cela nous tienne, l'OMS a mis à la place du pays alors, des moyens logistiques. Alors, nous avons travaillé et aujourd'hui, à travers l'appui de l'OMS, nous savons aujourd'hui que la plupart des régions sont dotées d'ambulances, alors fullement médicalisées. Très bien. Mais nous avons aussi, au niveau de l'OMS, recruté plus de 40 jeunes Gabonais qu'on a formés et qui sont payés et qui, depuis 2 ans, qui travaillent à l'OMS. D'accord. Je vais revenir à la rencontre de ce matin, qui avait pour objectif d'explorer un certain nombre de choses, dont la résilience face au système climatique, la transition vers une économie à faible émission et des partenariats pour résoudre les défis urgents. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui, au sortir de cette rencontre, au sortir de cet échange? Qu'avez-vous dit, qu'avez-vous retenu et qu'est-ce que nous devons retenir? Ce que nous devons retenir, c'est qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics, les communautés et tous ceux qui sont là ont une meilleure compréhension de l'impact du changement climatique. Parce que beaucoup venaient dans cette salle-là
voir comment le changement climatique affecte la santé. Ils l'ont compris. Ils ont dit que le changement, ils ont compris aussi le lien entre ce qu'ils mangent, là où ils logent, comment ils se déplacent et le changement climatique. Très bien. Et chacun a compris qu'il peut contribuer à réduire son empreinte carbone. Par exemple, vous, en partant à la maison, si vous prenez un vélo, vous réduisez votre empreinte carbone. Vous polluez moins. À vélo, oui, vous mangez moins de viande et plus de poissons, vous réduisez votre empreinte carbone. D'accord. Qu'est-ce que vous avez à dire à l'Afrique pour que celle-ci cesse d'être spectatrice et qu'elle soit actrice? Vous l'avez dit dans votre propos. Comment? Oui, ce que je voudrais dire, alors, le changement climatique est le phénomène qui va bouleverser les fondements de la santé publique. Et nulle part qu'en Afrique, cela pourrait avoir plus d'impact à cause de la vulnérabilité sociale, économique, environnementale de l'Afrique. D'accord. Donc, l'Afrique doit être présente et l'Afrique doit être présente au débat du changement climatique et l'Afrique doit intégrer la dimension santé publique dans les débats du changement climatique. Et au-delà, l'Afrique doit mettre dans ce débat les communautés bénéficiaires. Et mettre l'accent sur le renforcement de la résilience des communautés. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus continuer dans ces débats interminables de bas en haut. Heureusement. Voilà. Et il faut aller maintenant à la mise en œuvre, voilà. à l'action. L'action. Donc, mon mot de la fin, c'est transformer ces déclarations en action. Voilà, c'est très bien dit et c'est joliment dit sur Gabon 24. Ceci met un terme à cet échange. Je rappelle que je recevais sur le plateau de votre chaîne internationale M. Magaran Bagayoko. Il est le représentant résident de l'Organisation mondiale de la santé. Merci d'avoir été avec nous. Merci, c'est moi. Les programmes de Gabon 24 se poursuivent et nous continuons de suivre pour vous cette semaine sur le climat qui se tient à Libreville depuis le 29 août jusqu'au 2 septembre prochain en vue de la préparation de la COP27 qui, elle, se tiendra en Égypte. Ce sera en novembre prochain, un rendez-vous que nous vous ferons vivre sur Gabon 24. Merci de nous avoir suivis.